aujourd'hui on va parler de biohacking. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit d'optimiser le corps humain, ses fonctions biologiques et ses capacités mentales à travers des techniques diverses et variées. Là, pour le coup, la technique que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le neurofeedback. On sait que l'émotionnel, que le psychologique influencent le cycle menstruel. Pour celles qui sont en projet bébé, vous avez certainement déjà entendu cette phrase, mais arrête d'y penser, ça viendra tout seul. Ouais, ok, mais comment j'arrête d'y penser lorsque c'est le projet central de ma vie, là, en ce moment? Mon cerveau, il est là pour me dire « Attention, ça va pas », comment je fais pour lui dire « Mais si, ça va aller ». Et en être persuadé, en fait. Pour ça, il existe des techniques. Pour celles qui ne sont pas en projet bébé, ne filez pas. Restez là, le neurofeedback, c'est vraiment une méthode qui peut aider tout le monde. Je suis Alix, instructrice en symptothermie et la fondatrice de Magic Ovaries. La symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle où on va venir regarder la glaire cervicale, qui est une sécrétion qu'on retrouve à la vulve, et la température basale du corps. Ces deux infos vont nous permettre de savoir exactement où on se situe dans son cycle menstruel, et donc la symptothermie peut être utilisée comme contraception naturelle ou comme aide à la conception. Mon invitée du jour est Stéphanie Chevalier, qui est praticienne en neurofeedback dynamique. J'ai découvert le neurofeedback l'année dernière. Je trouve que c'est un outil extraordinaire. En tout cas, sur moi, ça fonctionne hyper bien. Dans votre boîte à outils, vous pouvez avoir plusieurs choses. Ça peut être l'acupuncture, la sophrologie, le shiatsu, la méditation, le yoga, je ne sais quoi. À chacun ses outils, à chacun ses petits tips qui fonctionnent. En tout cas, pour moi, le neurofeedback, ça a super bien fonctionné. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Depuis toujours, je me suis intéressée à la gestion de nos émotions, à comment on pouvait se sentir mieux face aux environnements, aux événements extérieurs. Et depuis ma majorité, je me suis toujours intéressée à ça. Donc, quand il y a eu l'évolution du développement personnel, je me suis renseignée, cultivée, et puis par la suite, j'ai suivi des formations en parallèle de mon job. Et un jour, après avoir passé mes formations d'hypnose, praticienne hypnose, maître praticienne hypnose, j'ai découvert, après m'être installée, donc depuis plus de 7 ans maintenant, j'ai découvert un outil supplémentaire qui pouvait m'aider, qui était donc le neurofeedback dynamique. Donc je l'ai testé, cet outil qui est basé sur les neurosciences. Après l'avoir testé, je me suis aperçue d'un réel mieux-être, d'une façon d'appréhender la réalité différente, de prendre plus de recul sur les événements, d'être plus en réponse, calme, à des événements qui pourraient être violents ou agressifs, perçus comme tels, mais être plus en réponse et non plus en réaction. Au lieu d'être « oh là là, comment je vais faire ?» c'est être plus « bon, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre ?» en étant sûr, en partant du principe qu'on va trouver une solution. Et que même si on ne l'a pas maintenant, ça ne va pas nous polluer. Donc c'est vraiment un réel bien-être parce que tout ce qui pouvait être angoisse, anxiété, stress, tout ça, ça disparaît. On passe de meilleures journées, on trouve des solutions à beaucoup plus de choses qu'avant. Donc nos journées se déroulant bien, on prend plus confiance en soi, on dort mieux. On dort mieux, on se réveille en pleine énergie et donc on est prêt à affronter notre journée qui du coup devient beaucoup plus merveilleuse. Mais ça apporte un réel mieux-être puisque ça s'adresse à notre cerveau qui est la tour de contrôle de tout l'organisme. Donc non seulement ça nous aide à mieux gérer nos émotions, mais c'est tout notre corps qui fonctionne mieux. Ça se base sur la résilience, l'homéostasie du cerveau, sa capacité à s'adapter facilement, beaucoup plus facilement à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui fait d'ailleurs tout le temps, notre cerveau. S'il fait froid dehors, tout de suite, il va faire en sorte de générer chez nous des frissons pour nous réchauffer. Donc, il active tout. Et comment ça se passe concrètement? Vous avez des capteurs sur le cerveau et puis des petites pinces ici. Ces capteurs enregistrent l'activité cérébrale de votre cerveau et dès que ces capteurs détectent un changement brutal, il en informe le logiciel qui en retour va créer des micro-coupures dans la musique que vous êtes en train d'écouter pendant 33 minutes très exactement.
Donc ça donne une indication au cerveau qu'il n'est pas dans la bonne zone en fait, ça le gêne. Et lui, son rôle, c'est de nous faire écouter la musique correctement. Donc il va créer de nouvelles connexions neuronales. Et ces connexions neuronales, donc nouvelles qui n'existaient pas avant, vont faire en sorte qu'il va s'apercevoir à un moment donné que la musique redémarre. Donc ça, bien sûr, c'est ultra rapide. Et cette musique, elle est paramétrée pour redémarrer dans la zone de calme. Dans notre cerveau, on émet de l'électricité, très peu. Entre 0 et 14 Hz, on va dire qu'on est un peu comme on est là, très concentré. On ne pense pas trop à ce qui va se passer après, on n'est pas dans l'anxiété, dans le futur, dans la projection. Et on n'est pas trop non plus, je dis toujours pas trop, dans le passé. Est-ce que j'ai bien fermé la porte en partant? Voilà, on est là, concentré. Puis par moment, consciemment ou inconsciemment, il va y avoir des changements brutaux qui sont associés à un stress. Peut-être qu'on va penser à des choses qui vont nous impacter. Et puis il y a aussi tout ce qui est inconscient. Tout ce avec quoi on a grandi, toutes les expériences qui ont fait qui nous sommes. Je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. Toutes ces choses qui tournent en boucle et dont on n'a pas conscience. Il faut savoir que dans une journée, on a 65 000 pensées et que 95% de ces pensées sont inconscientes, automatiques et bien sûr négatives. Donc tout ça, ça crée un joyeux mélange et par moment, donc on a ces pics, ces changements brutaux. À chaque fois qu'on a ces changements brutaux, on a donc cette micro-coupure, le cerveau va chercher où il entend correctement la musique et la musique redémarre quand on est dans la zone entre 0 et 14 Hz. C'est dans les années 80 que Val et Sue Brown ont découvert le neurofeedback dynamique, basé sur un neurofeedback qui existait déjà, le neurofeedback linéaire, créé dans les années 60, qui a été utilisé pour aider les vétérans du Vietnam à se remettre des chocs post-traumatiques. Le linéaire induit en quelque sorte une réponse, là où le neurofeedback dynamique laisse le cerveau s'organiser de lui-même, puisque chaque cerveau est différent. Certains cerveaux vont choisir de commencer par le sommeil, en gros, d'autres par une prise de recul plus évidente. On s'amuse souvent à se dire, tiens, j'ai pensé à quelque chose de triste ou qui me met en colère pour voir si j'ai les micro-coupures en même temps. Mais c'est trop tard, en fait. Notre cerveau est beaucoup plus rapide et avant même que nous, on ait pris conscience qu'on voulait faire ces choses, notre cerveau a déjà eu la commande. Donc on a toujours, nous, consciemment, un petit décalage. Et donc les micro-coupures qu'on entend, on en entend de plus ou moins longues, plus ou moins fortes. Quand je dis fort, peut-être plus ou moins longues. Et il y en a des milliers que nous, on ne perçoit pas, mais que notre cerveau, lui, entend. C'est un entraînement cérébral qui fait qu'à force, puisque bien sûr, il est habitué à avoir des changements, à stresser, on va dire, donc il fait ça, il entend le clic, ah oui, là j'entends bien. Il va recommencer à stresser. Ah, ouais, il faut que je me mette là pour entendre la musique. Il va continuer et au fil du temps, il va rester le plus souvent possible dans cette zone, ce qui va créer pour nous un bien-être. Et cette fameuse prise de recul. Notre cerveau, très bienveillant pour nous, et surtout là, non pas pour nous rendre heureux, il est là pour nous mettre en garde. Il est en vigilance pour éviter qu'on meure, donc pour aider à notre survie. Donc son rôle à lui, c'est de regarder tout ce qui ne va pas pour nous préserver, nous mettre en garde. Ça, à une certaine époque, quand on était dans nos grottes et qu'on sortait, c'était super intéressant d'être en vigilance extrême pour éviter de se faire dévorer par des animaux sauvages. Maintenant, l'animal sauvage, c'est le stress. Notre cerveau, il est en constante vigilance contre tout ce qui pourrait nous impacter, nous faire du mal. Mais parallèlement, ça nous rend malheureux. Donc il est vrai que notre travail consisterait à voir tout ce qui va bien dans notre vie pour éviter d'être constamment focalisé sur ce qui ne va pas. Et c'est le fait d'être constamment focalisé sur ce qui ne va pas qui nous crée encore plus de stress et qui nous rend malheureux, qui fait ces pics, ces changements brutaux. Et ça, on n'en a pas besoin. Mais dans la société dans laquelle on vit, on a une telle pression, un tel stress,
que c'est quelque chose qui s'est installé, qui évolue et qui est très vicieux parce qu'on ne peut pas l'identifier physiquement. On le voit sur nous après, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose comme un animal dont on peut être conscient et se dire « Oh là, je te pousse ». Elles sont toujours là. C'est un nouveau chemin neuronal. Donc, normalement, par la suite, tout va bien. Après, on parle d'entraînement cérébral. Il est toujours judicieux d'entraîner, tout comme on ferait un sport, peut-être avec un peu moins de fréquence. Mais tu es bien d'accord avec moi, quand on commence à faire un sport, quand on veut obtenir un résultat, on ne l'a pas en une seule fois, on ne l'a pas une fois pour toutes. Si on arrête un sport, le corps va reprendre sa forme initiale. Là, la différence dans le cerveau, c'est que ça, une fois qu'il est lancé, il va continuer à rester dans cet état de lâcher prise, on va l'appeler comme ça. Pour autant, dans la vie, il peut arriver des événements très impactants, soit un surcroît de travail, une rupture, un deuil, qui peuvent nous déstabiliser. Et dans ce cas, on se rend compte, si on arrive à faire face ou pas, dès qu'on sent qu'on est plus ou moins impacté, qu'on est moins bien, on revient faire une ou quelques séances. Et dès qu'on se sent bien, on arrête. Alors la séance type, vous venez en général avec des idées, une envie d'aller mieux. Pendant le premier entretien, on a un questionnaire, enfin une liste d'une centaine de préoccupations qui ont été réunies et que le neurofeedback dynamique aide à alléger. Donc je vous pose toutes ces questions et ça peut aller de est-ce que vous avez des rhumes fréquents, problèmes intestinaux, des problèmes d'allergie, est-ce que vous dormez bien, on va s'axer sur le sommeil ou sur des habitudes, des addictions dont on veut se défaire, et puis les émotions. Donc une centaine de questions. On va cocher ce qui vous ressemble, ce que vous avez rencontré depuis la semaine dernière ou depuis plusieurs semaines ou mois. Et au bout de quelques séances, en général 5 séances, je refais un point pour voir avec vous ce qui a diminué. On est bien d'accord que si vous venez pour des problèmes de sommeil, vous allez vous-même vous rendre compte que le sommeil va beaucoup mieux. Par contre, il y a toutes ces petites choses qu'on aura identifiées sur le questionnaire que vous ne verrez peut-être pas en un premier temps parce que l'événement ne sera pas venu et vous n'aurez pas pu identifier le mieux-être. Et donc ce questionnaire aide à évaluer, à se rendre compte que oui, ça va mieux sur beaucoup plus de domaines. Je me souviens notamment d'une personne qui était venue pour burn-out, dépression, plus de sens à sa vie, problème de sommeil. Et après avoir identifié tout plein de petites choses qu'elle avait aussi, qu'elle rencontrait dans sa vie, m'avait dit, et puis alors au travail, j'ai un problème avec une collègue. Dès que je sais que je travaille avec elle, je n'endors pas la nuit, elle me cherche tout le temps, ça me fait des nœuds au ventre, des migraines, ça se termine toujours en dispute et c'est une angoisse permanente pour moi. Et donc on fait la séance, donc à la prochaine séance elle vient et je lui demande comme ça comment va le sommeil. Elle me dit j'ai l'impression que je dors mieux. Et comme ça m'avait interpellée, je dis alors, et avec votre collègue, ça va mieux? Elle me dit oh bah oui, elle me laisse tranquille en fait, oui. Et puis elle marque un temps d'arrêt, elle me dit mais non en fait, elle n'a pas changé. Mais par contre, quand elle vient me chercher, je m'en moque ou je la laisse s'énerver toute seule, je la laisse se mettre en colère ou si nécessaire, je dis les choses, mais beaucoup plus calmement. Elle me dit oui, je ne m'en étais pas aperçue. D'où la nécessité de poser tout plein de questions parce que c'est agréable de se rendre compte qu'on réagit différemment et pour son mieux-être. Une fois qu'on a rempli donc ce questionnaire à la première séance, on s'installe. Je mets les capteurs, je les fixe avec une petite patte pour qu'ils restent bien. Et la séance se passe pendant 33 minutes où vous écoutez une musique très agréable. Vous pouvez dormir, parce que le cerveau perçoit tout, même quand vous dormez. Vous pouvez lire. J'ai des enfants qui font leurs devoirs en même temps ou des chefs d'entreprise qui s'amusent à répondre à leurs mails. Bon, c'est mieux de rester et de profiter de la séance. Mais en fait, ça fonctionne. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Ça fonctionne même sur les animaux. et les animaux, eux, n'ont pas d'effet placebo. On ne les met pas en condition. Ils restent tranquilles et puis voilà. Chaque cerveau est différent, donc déjà le fait de se poser, de se détendre, vous pouvez ressentir une belle détente. Vous pouvez, quand vous rentrez chez vous, tout de suite après ou quelques heures après,
avoir une grosse envie de dormir, avoir le besoin de faire une sieste parce que soit le cerveau a travaillé, soit il a lâché le stress. Vous pouvez également avoir une frénésie de faire les choses, notamment même les choses que vous mettiez de côté ou qui étaient un petit peu pénibles, comme une idée de voir exactement comment vous allez vous y prendre et que ça va être un bénéfice pour vous de faire ça. Ou quelque chose, une conférence que vous vouliez mettre sur pied et puis d'un seul coup avoir une idée géniale. Et tout est beaucoup plus fluide. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un petit état entre deux, comme si vous lâchiez du stress. Vous savez, comme quand on range une armoire, et puis on va tomber sur des souvenirs heureux, et puis des fois sur des souvenirs qui nous rendent peut-être un peu nostalgiques ou désagréables, et on va mettre un peu de côté. Et tous ces états passent très vite pour laisser la place au bien-être. Chaque cerveau est différent, donc chaque cerveau choisit par quoi il va commencer. On ne peut jamais déterminer ni ce qui va se passer derrière, tout de suite, ni le nombre de séances. Ça, c'est vous qui allez le sentir. Par contre, ça fonctionne. Je crois que je n'ai vu personne sur qui ça n'a pas fonctionné, sauf si on arrête pour X raison à 1 ou 2 séances. C'est vrai que le stress peut bloquer, décaler les règles ou un projet de bébé, une fois qu'on a bien sûr éliminé toute cause médicale, hein, on est bien d'accord. Et le fait, comme on peut entendre souvent, mais t'as qu'à penser à autre chose, tu vas voir, c'est quand tu n'y penseras plus que ça viendra. Effectivement, ça peut être le cas, mais comment faire pour ne pas y penser? Eh bien, justement, prendre cette fameuse prise de recul, avoir cette fameuse prise de recul qui nous permet de nous détacher des événements pour ne pas focaliser sur la peur de ne pas y arriver, mais plutôt partir du principe que ça va aller. Et le neurofeedback nous aide à nous détendre, au lieu de dire oh là là, comment je vais faire si j'ai pas mes règles, si je loupe le bon moment, si j'ai pas d'enfant, etc., etc., et avoir tout ce qui pourrait mal se passer, qui va justement nous stresser davantage. Là, on va réussir à se dire ok, bon, c'est peut-être pas le moment, mais je vais laisser faire les choses. Mais voilà, le neurofeedback nous aide à nous calmer, à penser à autre chose, à partir du principe que ça arrivera. Et donc, ça peut justement nous aider à faire fonctionner au mieux notre corps. Parce que si le cerveau stresse, il se peut qu'il bloque beaucoup de choses. L'émotionnel, le psychologique va faire en sorte qu'on va enrayer la machine. Là, ça nous aide en fait à appréhender la vie d'une manière sereine, beaucoup plus sereine. Et à se dire qu'on prend le temps de faire les choses, que tout va bien se passer, on dort bien, on est en meilleure énergie et tout fonctionne mieux. L'hypnose qui aide en parallèle à peut-être débloquer tout ce qui peut nous impacter. Nos croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Très souvent, je pose la question à mes consultantes, qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer chez eux, qu'est-ce qu'ils voudraient s'apporter, ou de quoi ils voudraient se défaire ou diminuer, pour arriver, lors de l'anamnèse, à trouver la bonne séance, les bons mots, et en fait, dénouer ce qui peut bloquer. Nos phobies, nos phobies, c'est pas seulement les araignées ou la peur de l'avion, nos phobies, ça peut être la peur de réussir, la peur de l'échec, le manque de confiance en soi, toutes ces choses-là qui nous bloquent, qui nous font croire aussi qu'on ne va pas y arriver. Donc ce que je propose, j'aime bien commencer par le neurofeedback pour déblayer un peu tout le stress qui est venu s'agglutiner autour de plusieurs causes impactantes, retirer la poussière du tapis. Et puis, quand on arrive à identifier par la suite des choses, et ça reste un peu, j'aimerais bien avoir plus confiance en moi, me sentir à ma place, faire en sorte que je me sente capable d'atteindre mes objectifs, ou retirer ces peurs qui m'empêchent d'aller de l'avant. On fait des séances d'hypnose, une ou des séances d'hypnose, pour lever un peu tout ça. Et c'est toujours magique, on est toujours avec le cerveau et on voit tout ce qu'il peut nous faire. Et tout ce qu'on peut faire avec lui pour aller mieux. J'adore ça parce qu'en fait, pendant que vous êtes en train de vous relaxer et d'entraîner votre cerveau à aller mieux, à fonctionner au mieux de ses capacités, je parle, donc bien sûr là on ne met pas les écouteurs, parce que vous avez le choix pour le neurofeedback, on peut aussi bien écouter comme ça par les enceintes, ou mettre, pour être encore plus dans sa bulle, avec les écouteurs. Donc là on retire les écouteurs,
Et je suis à côté de la personne qui profite de l'entraînement cérébral et des suggestions hypnotiques qu'on aura déterminées avec elle auparavant. Donc là, on est 2 en 1. On évacue le stress et on atteint un objectif précis avec l'hypnose. Le neurofeedback et l'hypnose aident aussi à tout ce qui est ménopause, préménopause, avec toutes ces variations d'humeur, les hormones qui nous jouent des tours, les bouffées de chaleur, problèmes de sommeil, hypersudation, qui fait qu'on va passer d'un état joyeux à d'un seul coup une frustration, une colère. Le neurofeedback aide à réguler tout ça aussi. Et on dort mieux, on se sent mieux dans notre peau, les hormones nous jouent beaucoup moins de tours et voilà, c'est pas une fatalité, hein, la ménopause et les désagréments qui vont avec. En général, alors c'est vraiment en général, je m'aperçois qu'il faut bien souvent une dizaine de séances, mais ça peut être plus. On s'aperçoit quand même du mieux-être bien avant les 10 séances. L'idée, c'est vraiment d'entraîner le cerveau. Si il se peut que vous soyez bien au bout de 10 séances, si 1 mois ou 2 mois après vous sentez que vous ressentez peut-être une tristesse ou vous n'êtes pas aussi bien qu'avant, il est conseillé de revenir. En général, je fais 2 séances les 2 premières semaines, 2 séances par semaine les 2 premières semaines, donc 4 en 2 semaines, et après c'est 1 séance par semaine, sur 10 séances, sur 15. Sachez que de toute façon, on en parle toujours, on évalue, savoir le mieux-être, et on prend cette décision de continuer tous les 2. Il faut tester, il faut tester. Tout ce que vous risquez, c'est d'aller mieux, donc c'est plutôt génial, non? Ouais, ce que je dis souvent, c'est il n'est pas nécessaire d'aller mal pour aller mieux. Exactement. En fait, prenez soin de vous, testez. Pour les plus sceptiques qui disent oh, je sais pas, testez. J'adore les sceptiques qui viennent tester. Ils savent de quoi ils parlent. Alors voilà, c'est vraiment une méthode formidable. J'ai vraiment à cœur, moi, de transmettre ces outils, transmettre l'idée qu'on peut aller beaucoup mieux qu'on ne pense, qu'on n'est pas victime de ce qui nous arrive et qu'on est acteur de notre propre changement et qu'on peut avoir la vie qu'on désire. Ça, c'est quelque chose d'énorme de se dire qu'il n'y a pas de choses préétablies qu'on ne puisse changer. Si on n'est pas bien, ben, il faut changer. Et bien souvent, quand on me dit « Ah, mais tiens, je connais telle ou telle personne qui devrait venir te voir pour le coaching, pour l'hypnose ou le FT, mais elle n'est pas encore décidée. » En fait, pas chercher à forcer les gens, il faut leur transmettre effectivement les outils. Et dites-vous une chose, c'est quand ils en auront vraiment marre d'en avoir marre, ils testeront. Ouais. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour contacter Stéphanie, vous pouvez la retrouver sur son site stéphaniecheuve.com, également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et par téléphone. Son numéro se trouve sur son profil Instagram. Stéphanie propose des séances en présentiel à Paris ou à Troyes, mais vous pouvez également la retrouver en visio. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions. À bientôt!